Grâce Espoir, tout peut changer. Une longueur d'avance. Grâce Espoir. Grâce Espoir. Une longueur d'avance. Grâce Espoir. Grâce Espoir. Tous les samedis, une seule adresse pour les passionnés du sport. C'est Samedi Sport. Retrouvez Innocent Mélo en direct, entouré de ses chroniqueurs, pour décrypter toute l'actualité sportive nationale et internationale. Samedi Sport, compétition, analyse, coup de cœur, découverte de talents et débats enflammés. Le sport se vit à fond dans Samedi Sport. Rendez-vous chaque samedi à 14h en direct sur toutes les plateformes de la radio Grâce Espoir. Samedi Sport, parce que le sport, ça se discute. Bonjour à tous les passionnés du sport et bienvenue dans votre émission du week-end foot, samedi foot. Et vraiment, on espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, c'est rendez-vous sport. Voilà, comme tous les samedis. Voilà, je suis entouré toujours de mes chroniqueurs favoris. Au menu de cette émission, on aura de la Ligue ivoirienne. On aura aussi la Ligue des champions. Emmanuel va nous présenter un jeune joueur qui veut vraiment mettre la lumière. Et puis, on aura le débat. Voilà, on aura notre débat sur Manchester United. Mais sans plus tarder, je vais bien sûr vous présenter nos consultants à qui vous êtes réellement habitués. Donc, à ma gauche, Arsène, bonjour. Bonjour Mélo, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Grâce Espoir. Ouais, un bonjour, on voit qu'il est vraiment en pleine forme. Voilà, il s'est plaigné d'un dos vraiment bloqué. On espère qu'avec au fil de l'émission, ça ira mieux. Voilà. Juste à ma droite, bien sûr, on va commencer par le bout. Le monsieur qui met un peu de lumière sur le plateau parce que nous sommes tous sombres à côté de lui. Emmanuel, bonjour. Bonjour Mélo, bonjour aux auditeurs de Radio Grâce Espoir. Oui, on sent vraiment la différence à l'écran. Je ne sais pas si la technique va pouvoir arranger ça avec M. Adoumi à côté. Adoumi, bonjour. Bonjour Mélo. Oui, j'espère que ça va bien. Oui, ça va super bien. Ouais, très belle tenue, bien boutonnée, on aime bien. Et voilà, on espère qu'il va vraiment nous donner des analyses pointues au long de cette émission. Et comme je le disais tantôt, au menu de cette émission, nous aurons de la Ligue ivoirienne. Nous allons vraiment parler de notre championnat qui a repris depuis peu. Quand nous avons fini la 4e journée, voilà, nous allons attaquer la 5e journée. Donc ça évolue, on va en parler aujourd'hui. Les flops, les tops, les coups de gueule. On donnera aussi le classement et puis les matchs à venir pour ce week-end. On parlera aussi des équipes qui représentent la Côte d'Ivoire dans les différentes compétitions africaines. On parlera aussi de Ligue des Champions. La première journée de Ligue des Champions est terminée et les équipes ont joué les premiers matchs. On a eu de bons matchs, on a eu des flops, on a eu des scores fleuves aussi, il faut le dire. Donc on en parlera et puis voilà. Emmanuel nous présentera ensuite son joueur de la semaine. Donc sans plus tarder, on va passer à Arsène qui va nous présenter aujourd'hui la Ligue ivoirienne. D'accord. Merci Innocent Mélo. Il faut dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Ligue 1 ivoirienne, nous sommes à la 5e journée. Mais avant cette 5e journée, il y a eu la semaine dernière, il y a eu la 4e journée. La 4e journée, elle a vraiment été prolifique avec les buts. Nous avons eu 3 matchs nuls. 3 matchs nuls. Olympique Sport d'Abobo avec Racine d'Abidjan qui se sont neutralisés par 2 buts partout. Il y a Afad et Korogo qui se sont également neutralisés, mais sur un score nul et vierge de 0-0. Il y a Mouna et Boaké qui ont fait 2 buts partout également. Il y a San Pedro qui, lui, s'est largement imposé face à US Chologo par 4 buts à 0. Il y a Stella Club qui s'est imposé sur le terrain de sol par 3 buts à 0. Et la grosse surprise de cette 4e journée, c'est la défaite à domicile de la SEC Mimosa face à Soa sur le score de 1 but à 0 à la dernière minute. Voilà, donc au classement,
au classement de... Il faut dire qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué comme Stade d'Abidjan, son match avait été reporté face à Innova parce qu'ils avaient une rencontre au niveau continental. Au niveau du classement, en 4 journées, nous avons carrément le Stella qui a fait carton plein pour le moment, avec autant de victoires. Ils ont 12 points. Ils sont suivis par San Pedro. San Pedro qui est présentement deuxième avec 9 points. Et derrière, à la troisième place, il y a ASEC avec cette défaite qui a 9 points également, qui sont suivis par comment on dit ça, la SOA. Au niveau continental, comme je le disais tantôt, il y a Stade Abidjan, voilà, qui avait sa rencontre contre, le mardi dernier contre Côte d'Or. Côte d'Or, c'est un club séchellois. Donc le stade était en déplacement au niveau de Seychelles. Le stade s'est imposé par 2-0. Il y a hier, le vendredi, il y a un autre club ivoirien, San Pedro, qui est allé affronter Aigle Royal du Cameroun. Et nos champions, nos Ivoiriens se sont imposés sur le petit score, mais très important, de 1-0. Il y a aujourd'hui, samedi, l'ASEC Mimosa qui affronte à 13h Power Dynamo. Power Dynamo, c'est un club zambien. Voilà, il joue à 13h. Et demain, dimanche, il y a l'AFAD qui ira affronter Génération Foot du Sénégal. Il faut dire qu'au niveau de la Ligue des Champions, nous sommes au premier tour. Les matchs aller, le premier tour éliminatoire. Il y a deux tours éliminatoires avant d'aller jouer les matchs de poule. Donc, la 5e journée de Ligue 1, il y a hier vendredi, il y a Innova qui a affronté Boaké. Ils sont neutralisés sur un score nul et vierge. Ils ont joué à 15h30. Aujourd'hui, à 15h, il y a Korogo qui va affronter Abobo. À 18h, il y a Stella qui est présentement le leader qui affronte Aboville. Aboville, un promu. Il y a Tchologo qui affronte également Zoma. Les deux rencontres se tiennent à 18h. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Donc, ça veut dire que par rapport à ces compétitions au niveau continental, il y a plusieurs matchs qui sont reportés. Oui. Donc merci à Arsène pour cette large palette sur le championnat ivoirien. Voilà, la Ligue ivoirienne qui nous concerne aussi à un championnat sur lequel nous devons mettre assez de lumière. Voilà, nous disons merci à Arsène pour cette large palette. Mais disons un peu de mots sur ces matchs du week-end passé. On a eu la défaite de l'ASEC déjà. On a le Stella Club qui est encore en tête de ce championnat-là. On a vu le Stade d'Abidjan qui était champion l'année passée. Nous sommes repartis encore rebelote pour ne pas voir l'ASEC encore en tête de championnat. Emmanuel. Moi, je pense que l'ASEC, depuis un moment, quand même, au niveau national, ça pêche un peu. Et c'est plus régulier comme avant. Et même quand ils arrivent en Ligue des champions africaine, c'est difficile de passer les tours supérieurs. Et ça manque de continuité depuis pas mal de temps. Et après aussi, il faut dire qu'on a remarqué que ces derniers temps, l'ASEC vend beaucoup de joueurs stars. C'est depuis et du coup, ça a un coup sur la performance de l'équipe. Oui. Il parlait tantôt des compétitions européennes. On a 4 équipes qui sont déjà qui sont dans les phases éliminatoires déjà pour ces fenêtres continentales-là. Adoumi, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment quand on se rappelle de la performance de nos équipes l'an dernier à ces compétitions africaines-là? Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de cette saison? On attend beaucoup d'eux, surtout l'ASEC est le champion en titre, le Stade d'Abidjan. Le stade qui est allé s'imposer en Côte d'Or, en Seychelles, c'est déjà un bon point. Je pense qu'ils vont assurer le match retour à Abidjan, leur qualification. Quant à l'ASEC, on attend beaucoup d'ASEC. Pour revenir un peu sur ce qu'Emmanuel a dit tout à l'heure, moi je suis un peu optimiste face à cette équipe d'ASEC. Vu les 3 matchs que j'ai observés, 3 matchs, nous sommes à 4e journée du championnat. Donc, nous sommes à la 5e journée. Okay. En 4 journées, ils ont 9 points. D'accord. Vu les 3 matchs de l'ASEC, ça m'a laissé un peu d'espoir par rapport aux années passées. Je pense que cette équipe d'ASEC est nettement supérieure à l'année passée. Donc pour moi, cette année, elle peut faire quelque chose. Au plan
nationale et continentale. Ok, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe d'ASEC là, mais on espère aussi voir un championnat beaucoup plus compétitif avec plusieurs championnats. Ça ne fera que du bien aux supporters et puis à la nation ivoirienne. Voilà, on va passer maintenant à la suite de notre programme. On a un programme très alléchant. On va passer par. Emmanuel a décidé de nous proposer aujourd'hui une palette sur un joueur. Voilà, que peut-être certains connaissent, peut-être d'autres non. Il a décidé de mettre un point sur ce jeune joueur-là pour qu'on puisse découvrir qui c'est. Donc, c'est le joueur que nous propose Emmanuel. Emmanuel, qui tu nous proposes aujourd'hui pour cette première édition de ta rubrique? Mélo, cette semaine, dans la rubrique joueur de la semaine, je vous envoie en Italie, et notamment en Calcio. Oh. Et Boni, ça vous dit quelque chose? Boni Wilfried? Ah. Boni Wilfried ne joue plus. Eh bien, je vais vous surprendre. Lui, c'est Ange-Johan Boni. Il est né en France, à Aubervilliers. Il a fait tout son parcours junior en France. Et c'est à Châteauroux qu'il s'est révélé avant d'arriver à Parme. C'est un avant-centre. Il a 21 ans. Il fait 1m89. Un gabarit vraiment. Un gabarit, un gros bébé. Exactement. Mais lui, en plus, il a une technique il a une moyenne en fait dans la technique. Et puis, c'est quelqu'un qui est très rapide malgré son gabarit. Et avec Châteauroux, où il s'est révélé, il a joué 5 mois, il a marqué un but. Et il a été signé par Parme en 2e division, où il a joué 117 matchs quand même, 15 buts marqués avec Parme. Il a été appelé avec les sélections nationales de la France. Il a joué avec les moins de 19 ans. Il a joué 7 matchs pour 5 buts. Il a joué aussi avec les moins de 20 ans, où il a joué 10 matchs pour 1 but. Et il a joué aussi avec les espoirs. Il a joué 2 matchs, mais pour le moment, pas de but. Et il signe cette année avec l'Inter Milan, où il vient comme le remplaçant de Marcus Thuram. Ce n'est pas rien quand même avec l'âge qu'il a et vu le niveau de Marcus Thuram. Mais il a gratté quand même des minutes avec l'Inter, où il est déjà à 1 but en 21 minutes seulement joué. Et il a fait un très gros match contre le Torino. Il a fait partie des hommes du match, malgré qu'il soit rentré en 2e mi-temps. Et il a fait aussi un très bon match contre l'Udinese. Donc c'est un joueur vraiment à suivre. Et vu le profil qu'il a, je pense qu'on en aura besoin en équipe nationale de Côte d'Ivoire, vu que nos attaquants, on a des profils beaucoup plus différents. On a un Sébastien Haller qui techniquement n'est pas aussi à l'aise que ça. Mais avec Ange-Johan Boni, lui, il allie technique et puissance. En plus, c'est un joueur, malgré les 1m89, il a la capacité d'évoluer sur les côtés. Il joue aussi ailier gauche et il va vite. Intelligemment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité quand même dans le jeu. Et je pense que dans les jours à venir, c'est quelqu'un qu'on va découvrir de plus en plus. Vu qu'il tourne avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram déjà. Donc c'est quand même un joueur à suivre. Oui. Un jeune joueur, comme on le voit à l'écran avec ses différentes highlights. Voilà, joueur très rapide, comme l'a dit Emmanuel. Une très belle patte droite que je viens de voir avec un joli enroulé à Parme. On a vu qu'à Parme, c'est 117 matchs plus ou moins avec l'équipe. Avec 15 buts. Où il a joué d'abord en 2e division et il a fini champion avec Parme en 2e division avant de remonter en Serie A. Et c'est là qu'il a été signé par l'Inter Milan. Oui, un bon binational qu'on espère voir dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Vraiment. On espère que la cellule recrutement de la Côte d'Ivoire va encore faire des merveilles comme l'a fait avec Lafont et d'autres joueurs. On espère voir ce talent-là avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Déjà, un avis sur ce joueur-là, déjà, Arsène? Comme j'ai écouté avec attention Emmanuel, et je vois que vraiment c'est un joueur qui a du talent. C'est un joueur qui a du talent. Avec son âge, il faut dire qu'il a encore tout à démontrer. Il est très rapide. Sa taille, son gabarit, vraiment 1m89 qui peut évoluer sur les côtés. Je pense que c'est une très bonne pioche que la Côte d'Ivoire doit suivre de près. Parce que tout à l'heure, à l'écouter, il évolue encore
dans les divisions inférieures de l'équipe nationale française. Donc, si on ne fait pas attention, voilà, et il risque carrément de le marier. Et puis, ça sera fini pour nous. Donc, je pense qu'il faut rapidement que la FIFA fasse pieds et mains pour pouvoir vraiment aller échanger avec lui, voilà, pour lui rappeler que son pays est là, on a besoin de lui, on a besoin d'un profil similaire pour vraiment garnir notre attaque. Donc, je pense que vraiment, je lui souhaite tout le meilleur cette saison. Et à l'Inter, je ne suis pas inquiet parce que je sais qu'à l'Inter, ils font beaucoup tourner. Parce qu'il joue avec 2 attaquants des points, donc il aura forcément du temps de jeu. Et donc, il va montrer tout ce dont il est capable. Il joue dans une très belle équipe d'Inter qui a été finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc ça promet déjà une équipe aussi qui joue la Champions League. Donc ça promet qu'il aura forcément du temps de jeu en Champions League, du temps de se montrer. Et on espère, vu qu'il évolue avec des attaquants de renom, on espère vraiment qu'il pourra franchir un palier. Parlons de Ligue des Champions qui a débuté le mardi. Ouais. Faut le dire, le mardi dernier. C'est la Ligue des Champions qui s'est jouée le mardi, mercredi et jeudi. Voilà, on a eu de très belles rencontres. Il faut dire, sur ces 3 jours sur lesquels sont joués tous ces matchs-là, nous avons eu un seul match nul, un seul score vierge, c'est-à-dire qu'il y a eu une floraison de buts dans ces différents matchs-là. On a eu pour ouvrir, le premier match c'était je pense bien que le PSV face à l'Union Saint-Gilloise, qui était le premier match, c'est joué à 16h, 3-1, victoire de l'Union Saint-Gilloise qu'on n'attendait pas vraiment dans cette rencontre-là. Ensuite, on a eu l'Atlético Bilbao face à Arsenal, victoire d'Arsenal 2-0. Benfica Karabakh 3-2 de Karabakh face au Benfica. Un très beau match aussi qu'on a pu observer avec une équipe de Karabakh qui s'est plus ou moins en sortie dans ce match avec 3 buts. Et puis Tottenham-Villarreal, victoire 1-0 de Tottenham. Ensuite, le match Juventus-Dortmund. Match nul 4-4. Un match vraiment exceptionnel avec une équipe de Juventus qui a vraiment émerveillé le monde du football, qu'on n'attendait pas forcément sur ce match-là. Ensuite, le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 face à Marseille. Vraiment, pour ne pas citer tous les matchs, on a eu Bayern-Chelsea, on a eu le match de Barça face à Newcastle, victoire du Barça 2-1. Donc, après toute cette journée-là, quel était votre coup de cœur de cette première journée-là? D'abord, on va commencer à ma gauche avec Arsène. Bon, moi, mon coup de cœur, je parlerai de coup de cœur. Bon, c'est au niveau de Paris Saint-Germain. C'est Paris Saint-Germain qui est sur sa lancée de la saison dernière. Voilà, champion en titre. Ils ont été champions pour la première fois de leur histoire. Et une nouvelle saison qui débute malgré la pète de leur super gardien. Voilà, Donnarumma. Ils montrent quand même qu'ils sont toujours là, que c'est une équipe sur laquelle il faut compter. Ils sont allés pour leur première rencontre, ils ont reçu Atalanta à domicile, ils ont atomisé Atalanta sur les scores qu'ils avaient pour habitude de mettre carrément à leur adversaire la saison dernière par 4-0. Donc, mon coup de cœur, il faut dire que le Paris Saint-Germain est encore et demeure toujours dans la course pour récidiver cette année. Oui. Il faut le dire aussi que c'est une équipe aussi qui connaît beaucoup de blessures avec Ousmane Dembélé blessé. Il y a assez de joueurs qui sont blessés. Donc déjà, le coach, je pense que le coach l'avait dit, il bâtit une équipe et non, qui ne repose pas forcément sur des individualités. Il a pu le montrer là avec une équipe qu'il a mis en place. Victoire 4-0 face à l'Atalanta. On va passer forcément au coup de cœur d'Adoumi. Adoumi, est-ce que vous avez réellement un coup de cœur lors de cette première journée? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui a retenu votre attention? Et moi, quand j'essaie de voir le programme, mon coup de cœur va directement à l'équipe de Francfort. Ils ont battu Galatasaray 5-1. Vraiment, pour moi, c'est mon coup de cœur parce que je ne m'attendais pas à ce score. Voilà, vu que Galatasaray regorge aussi de grands noms, de grands joueurs. Et aussi même le fils Sengo même qui a atterri là-bas il y a quelques semaines. Donc pour moi, je pense que Francfort a fait fort. Francfort a fait fort. Un joli jeu de mots que nous propose. J'avais dit, il est très bien boutonné. Il va nous proposer de ses pépites aujourd'hui. Et ça a commencé Francfort qui a fait fort. Il faut dire que c'est une équipe allemande qui nous propose depuis un certain temps du beau jeu. Et face à Galatasaray, ils n'ont pas déçu.
Voilà, 5 buts à 1. Dommage pour Wilfried Senghor et ses coéquipiers, mais voilà, c'est le football. Qui a même fait un autogol. Voilà, lui, il faut dire aussi qu'il a eu à faire un CSC, mais bon, on espère qu'il se relèvera de ça. C'est vrai que le premier match, il y a 8 matchs à jouer pour Galatasaray, rien n'est encore perdu, et puis on espère que, voilà, de bonnes choses viendront. On salue aussi nos auditeurs qui sont en ligne, Charlie Gabana et Alexandra Tano, qui nous ont fait un coucou. Il y en a d'autres, mais sûrement n'hésitez pas à lâcher aussi des messages pour qu'on vous passe le bonjour. Donc Emmanuel. Eh bien, Melo, moi, mon coup de cœur, ça va à l'endroit de l'équipe du Bayern Munich. Bayern Munich, on a tous cru qu'avec le départ des cadres comme Thomas Müller allait régresser. Mais on se rend compte que l'équipe est devenue encore plus redoutable. On commence à retrouver le Bayern des temps anciens. Ils ont maîtrisé le match contre Chelsea. Je ne m'attendais pas forcément à une victoire aussi facile. Excusez, je suis obligé de prendre la parole parce que ça grogne de mon côté ici. Ça grogne à gauche ici. Je n'ai pas forcément d'accord, mais on va laisser Emmanuel terminer. Bah, écoutez, c'est normal que ça grogne, c'est un supporter de Chelsea. Bon, bref, l'équipe du Bayern Munich avait un Kane très redoutable. Il a signé encore un doublé en Ligue des Champions pour lancer sa saison européenne. Et l'équipe du Bayern a fait quand même 509 passes réussies dans ce match contre Chelsea. Ce n'était plus arrivé depuis près de 3 ans maintenant. Et on commence à retrouver ce Bayern un peu à la Pep Guardiola avec une possession des balles et une efficacité redoutable. Et quand vous avez des ailiers qui recommencent à marquer avec Serge Gnabry et Luis Diaz qui est arrivé de Liverpool, c'est une équipe pour moi qu'il faut vraiment, vraiment craindre cette année. Oui, c'est une équipe qu'il faut craindre cette année. On remarque aussi, on a la présence aussi de Michael Olise qui est arrivé dans cette équipe. Exactement. Un ailier aussi qui montre toute sa palette technique. Aussi et qui a su s'imposer dans cette équipe du Bayern. Donc c'est forcément des équipes qui sortent du lot, qui sortent déjà la tête de toutes ces 36 équipes-là présentes dans cette compétition-là. On peut parler aussi du Barça qui s'est imposé 2-1 difficilement face à Newcastle avec un doublé de Marcus Rashford. On peut parler aussi de la Juventus Turin qui nous propose un jeu auquel on ne s'y attendait pas plus ou moins avec 4 buts marqués face à Dortmund. Voilà, bon. Au classement de ce championnat, on a Francfort qui est en tête avec ses 5 buts marqués, suivi du PSG, du Club Brugge, Sporting et de l'Union Saint-Gilloise. Voici les 5 premiers de ces premières journées. On espère que la semaine prochaine, on aura encore de belles rencontres pour nous permettre de pouvoir encore voir du beau football. Voilà. Espérons toujours. Donc, nous allons faire directement un lien entre la Ligue des Champions et une équipe qui est en difficulté, il faut le dire, depuis un certain temps. Nous allons réellement parler de Manchester United, qui, si Manchester City, le voisin mancunien, est en Ligue des Champions, l'autre ne joue pas de compétition européenne cette saison. Voilà, donc après une finale en Ligue Europa la saison dernière, cette saison, c'est aucune compétition européenne, il faut le dire. Et réellement, la question que nous posons, on espérait qu'avec l'arrivée du nouveau coach à Manchester, on espérait un renouveau de cette équipe-là. Voilà, Amorim. Comment cette saison, il est arrivé la saison dernière à la mi-saison, il a terminé la saison. Cette saison débute, on espérait voir du renouveau. Malheureusement, on est tous dans le même travers. Et la production de l'émission a posé une grosse question à nos différents consultants. Que se passe-t-il à Manchester United? Une question très large sur laquelle on va permettre à nos différents consultants de se prononcer. On va commencer d'abord par Emmanuel qui va nous donner son avis. Écoutez, Melo, l'équipe de Manchester United, pour moi, depuis la légende Sir Alex Ferguson, n'est plus cette équipe aussi redoutable qu'on connaît en France. Je rappelle quand même que Manchester United, c'est l'un des clubs les plus titrés de l'Angleterre, avec Liverpool. Et on ne retrouve plus ce Manchester United qui faisait rêver avec les Wayne Rooney, les Cristiano Ronaldo. Et même s'ils ont eu à terminer parfois deuxième en 2020-2021
et 3e en 2022-2023. Mais c'est surtout le manque de régularité que moi je voudrais souligner. En 5 ans, quand même, ils ont changé 5 fois d'entraîneur. Et pour moi, une équipe qui change un entraîneur chaque saison n'a forcément pas le temps de mettre quelque chose de vraiment solide en place. Et pour moi, il y a problème. Il y a problème. Et les joueurs, à un moment donné, n'arrivent plus à vraiment retrouver une identité de jeu. Et ça rejaillit forcément dans les résultats. Oui, ça réjaillit forcément dans les résultats, mais il faut s'attaquer au fond du problème. Depuis Alex Ferguson, vous l'avez dit, depuis Alex Ferguson jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas réellement de résultats. On ne retrouve plus cette Manchester United là, entreprenant dans le football. Est-ce que le problème ne part pas de plus loin, Arsène? Bon, moi, je suis d'accord avec Emmanuel, mais en même temps, le problème, vous l'avez dit, et lui aussi il a dit, Ferguson n'est plus là depuis 2013. C'est depuis 2013 qu'ils ont été, pour la dernière fois, champions d'Angleterre. Si je me trompe. Depuis 2013. Depuis là, ces 5 dernières années, ils ont changé carrément 5 fois. Le problème, Alex Ferguson, il est resté au club pendant plus de 25 ans. Je pense 27 ans, carrément. C'est-à-dire que c'est un problème de management maintenant qui se pose. Parce que Alex Ferguson savait comment la maison fonctionnait. Il savait qui prendre, comment manager les joueurs et comment leur parler et comment situer les objectifs. Et à chaque saison, ils arrivaient à faire quelque chose. Mais depuis son départ, c'est pourquoi par moment, moi je ne suis pas trop l'un des partisans de il faut chasser, il faut chasser, il faut chasser. Normalement, quand un coach arrive dans une équipe, il faut lui laisser le temps de travailler. Le succès n'arrive pas tout de suite. Il y en a qui ont cette chance, cette opportunité-là d'avoir le succès avec eux dès leur arrivée. J'en prends pour cas truc, Thomas Tuchel qui, lorsqu'il a été viré de PSG, il est arrivé à Chelsea. En demi-saison, il a pu remporter la Champions League. Et il y a plusieurs coachs qui ont pu être victorieux ainsi. Mais ça ne veut pas dire que dès qu'on arrive que 3 défaites, 4 défaites, on chasse en même temps. Normalement, lorsqu'on s'inscrit dans ce genre de management, c'est sûr que la sérénité ne va pas être dans la maison. Et c'est ce qui se passe depuis. Il n'y a pas encore eu un coach qui est venu depuis le départ de Ferguson, à qui ils ont laissé le temps pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans de pouvoir bien travailler. Donc, je pense que c'est ça le souci. Oui, mais c'est vrai, est-ce qu'on a réellement le temps quand on s'appelle Manchester United? On sait que c'est l'un des clubs les plus populaires au monde. Le club le plus titré maintenant en Angleterre aux côtés de Liverpool. Est-ce qu'on a réellement le temps de laisser un projet aboutir, sachant que ça fait plusieurs années, au moins 12 ans, quand on essaie d'atteindre les sommets de ce championnat à Adoumi? Bien sûr, Manchester, c'est un grand club européen. On ne va pas attendre la catastrophe avant de chasser un entraîneur. Quand ça ne va pas, il faut passer à autre chose. Écoutez, moi, je ne vais pas situer la méforme ou bien les mauvais résultats de Manchester United sur 5 ans. Moi, je vais situer leur mauvaise performance depuis l'année passée. Cette année, le club, c'est 4 matchs. C'est 1 victoire, 1 match nul, 2 défaites, c'est 4 points engagés. On nous dit que Manchester réalise sa pire saison. Depuis le début de saison. Sa pire début de saison depuis plus de 32 ans. Vous voyez, la dernière fois qu'ils ont réalisé un mauvais début de saison, c'était en 92. Moi, je pense que le problème de Manchester actuellement est situé sur le choix tactique du coach. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Comme Hassan le disait, c'est vrai qu'ils ont changé quelques entraîneurs, mais les entraîneurs qui viennent n'arrivent pas à asseoir un jeu. Ils n'arrivent pas à asseoir un bon système adapté à ce club. On a vu un Erik ten Hag qui est arrivé et qui faisait beaucoup de changements, qui changeait beaucoup de systèmes de jeu. Et ça assombrit un peu l'équipe. Il y a Amorim aussi qui est arrivé avec son schéma de jeu 4-3-3. Je me demande si ce schéma-là s'est adapté à cette équipe de Manchester. Donc pour moi, c'est un problème de choix tactique. C'est un problème de coaching.
ce pourquoi cette équipe est fébrile. Parce que... Je suis pas forcément. Oui, bien sûr, c'est le débat. On va plus ou moins y arriver. On va plus ou moins y arriver. Adomi nous parle forcément de choix tactiques et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs coachs qui sont arrivés. Est-ce que réellement cette équipe-là arrive à s'adapter à réellement une tactique? Prenons cette équipe de Manchester United, Amad Diallo, Benjamin Sesko, Mateusz Cunha qui vient d'arriver, Joshua Zexi, Chido Obi Martin. Le milieu de terrain qui est bien fourni avec Bruno Fernandes, Casemiro, Kobe Mainou, Brian Bemo, Mason Mount, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, les défenseurs Lisandro Martinez, Noussem Mazraoui. Plein de bons joueurs. On a aussi McTominay qui est parti. On voit et puis il y a des joueurs qui quittent ce club-là, qui arrivent dans des clubs et qui flambent complètement. Est-ce qu'il y a réellement un problème en interne? Moi, c'est la question que je veux poser à Emmanuel. Est-ce qu'il y a un problème en interne? Est-ce que la vie au sein du club est saine déjà? On ne peut pas répondre forcément avec certitude à cette question en disant par exemple un oui, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui se passe à l'intérieur du club. Nous, on ne peut que juger ce qu'on voit. Et ce qu'on voit est que on a l'impression que les joueurs de Manchester United n'ont pas vraiment d'envie, ils n'ont pas idée du maillot qu'ils portent. Ils n'ont pas du tout idée. C'est l'impression que souvent j'ai quand je regarde les maillots de Manchester United. C'est comme s'ils portent un maillot, mais ils ne connaissent pas la valeur en réalité du maillot. Et quand vous commencez comme ça, déjà, c'est un problème aussi. Après aussi, moi, j'insiste beaucoup sur les changements des coachs. Parce que vous ne pouvez pas demander à un coach d'asseoir une philosophie et puis ne pas laisser le temps à ce coach-là de travailler. C'est vrai, c'est Manchester United, tout de suite on a besoin de résultats. Mais je me rappelle bien qu'avec Solskjaer, qui est une légende du club, ils avaient terminé 2e. Pourquoi pas continuer avec Solskjaer et le remplacer immédiatement par un Carrick qui n'était pas vraiment prêt pour être coach numéro 1. Il jouait très bien son rôle comme assistant de Solskjaer. Mais après, on renvoie un coach qui a terminé quand même 2e, qui a engrangé 74 points pour le remplacer par un assistant. Moi, je n'ai pas compris ce choix-là. Et ça s'est poursuivi encore avec le remplacement de Carrick, qui a terminé quand même 6e pour un coach intérimaire qui a terminé 6e, qui joue l'Europe, par un Ten Hag. Même si Ten Hag a fait de bons résultats en finissant 3e, mais il n'y a vraiment pas de régularité. Je pense que le problème aussi vient peut-être de là-haut, qui peut-être qui ont eux les choix à eux, mais je pense que il y a vraiment une incohérence dans tout ce qu'ils font. Même dans le niveau des recrutements, ils ont dépensé près de 600 millions de livres pour des joueurs finalement qui n'arrivent pas à gagner le championnat. Ça manque de cohérence, franchement. On va essayer de retenir la question dans tous les sens. On a les statistiques de Manchester United, c'est 4 matchs, 4 buts marqués, 7 buts encaissés, une seule passe décisive. Quand on se rappelle d'une interview du coach qui disait que le réel problème de United, c'est que devant, ça n'arrive pas à marquer. C'était le cas la saison dernière. On se rappelle du dernier match contre Manchester City en championnat, où 3-0 avec une floraison d'occasions pour Manchester United. Est-ce que là, on n'a pas une piste de solution du côté d'United? Est-ce que le problème se pose réellement devant, Arsène? Moi, il ne parlait pas de problèmes tactiques, de problèmes de trucs, d'efficacité haute. Je ne sais pas c'est quel joueur qui avait dit que les buts, c'est comme du ketchup. Cristiano Ronaldo. Voilà, il faut remuer, ça ne vient pas, et arrivé un moment, ça vient. C'est un problème pour moi de confiance. Ce que j'ai remarqué, c'est que depuis le départ de Alex Ferguson, Manchester, la direction est plus à la recherche des joueurs, des coachs et des joueurs qui ont une certaine notoriété sur le marché. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent plus une personne, un coach, un manager qui peut répondre vraiment à l'identité du club, à l'histoire du club, mais ils cherchent les coachs
qui ont une certaine notoriété. Ils avaient pris, comment il s'appelle, l'ancien entraîneur de Unai Emery. Voilà, Unai Emery. Après, ils ont appelé Mourinho, ils ont appelé... c'est-à-dire que il a parlé tout à l'heure de Solskjaer, qui a terminé 2e. Parce que, tout simplement, pour moi, Solskjaer, c'est pas ce coach-là qui est connu au niveau européen, au niveau mondial, comme un grand coach. Donc, peu importe le résultat qu'il fait, il était juste là pour quelque chose. Carrick, il a assuré l'intérim. Voilà, c'est que la personne à qui ils ont décidé de faire confiance, à un moment donné, c'était à Erik ten Hag. Et on lui a donné le feu vert de faire du club ce qu'il voulait. Et on a tous vu ce que ça a donné. Puisqu'il avait toutes les cartes en main, il a décidé d'humilier certains joueurs, il a décidé d'écarter certains joueurs comme Cristiano au moment qu'il arrivait au club. Cristiano était le meilleur joueur, le meilleur buteur même du club, malgré son âge. Mais il a décidé pour lui, parce qu'il s'est dit qu'il a une certaine notoriété, on lui a donné toutes les cartes, il a décidé de carrément l'écarter, de carrément l'humilier. Donc pour moi, même s'il y a cette manière-là, il faut qu'ils reviennent aux fondamentaux. À leurs fondamentaux. Vraiment, leur histoire, c'est un club respectable, un club respecté, qui prennent un coach qui répond vraiment à leurs exigences et que les objectifs soient fixés au fur et à mesure. On sait que Manchester ne va pas de sitôt devenir Manchester à Alex Ferguson, mais il faut qu'on donne la chance, l'occasion à un coach qu'ils vont prendre et qu'on lui laisse le temps de travailler. On lui laisse le temps de travailler. Ten Hag l'a fait 2 ans, mais 2 ans là, c'était à peu près la guerre. Au moins, Cristiano était là, c'était la guerre dans les vestiaires. Il n'y a pas un jour qui passait sans qu'on le voit dans les médias pour dire que tel joueur s'est embrouillé avec tel joueur. C'est-à-dire que quand il n'y a pas l'entente dans les vestiaires, quand il n'y a pas l'union dans les vestiaires, c'est sûr que ça va se remarquer sur le terrain. Donc pour moi, tout simplement, c'est qu'ils arrêtent de chercher des stars. Parce que même au niveau des recrutements, depuis au moment ils ont appelé les Cavani, ils ont appelé les Falcao, ils ont appelé... C'est-à-dire qu'ils ne sont plus... C'est plus ce club-là qui prend les joueurs parce qu'on avait besoin de tels joueurs. Avant, il y avait les Fletcher. Les Fletcher, qui les connaissait? On avait les Fletcher, on avait les Gary Neville, on avait les joueurs qui n'étaient pas forcément cotés. Mais c'est à Manchester qu'ils ont réussi vraiment à se faire ce nom-là. Mais maintenant, ils sont à la recherche des stars et ces stars-là. Quand elles sont là, qu'elles ne sont pas performantes sur un match, sur 2 matchs, bon, ces joueurs-là sont cuisinés et la confiance est perdue. Donc, qu'ils reviennent aux fondamentaux. On se rappelle de ce message de Cristiano Ronaldo qui disait que United est encore dans l'ancien temps, qui n'est pas encore entré dans l'ère moderne. Il dit que au niveau même du club, de la structure du club, il y avait encore des choses qui étaient encore dépassées, qu'il fallait faire. Et on a vu United qui a inauguré récemment son nouveau centre d'entraînement, voilà, qui est flambant neuf, qui répond aux différentes normes du 21e siècle. Est-ce que déjà, il y en a pas? Est-ce que déjà, c'est pas un point touché, là, Adoumi? Est-ce que c'est pas un point touché? Ouais, on peut dire que c'est un point touché, mais moi, je voulais rebondir rapidement sur ce que Hassan disait. Écoutez, dans le domaine du football, lorsque des équipes comme Manchester, le Real, City, ils n'ont pas le temps d'observer, de donner la pleine confiance à un coach à la tête de leur équipe. Lorsque ça ne va pas, on tourne. Demandez-moi combien d'entraîneurs le Real a changé depuis 2020. Zidane est passé, Carlo Ancelotti est passé. Aujourd'hui, on a Alonso. Ça s'est joué plus entre Zidane et Ancelotti. C'est dit qu'il n'y a pas le temps. Quand il me dit qu'on doit prendre un entraîneur et lui soumettre un projet à durée indéterminée, mais je suis désolé. Oui, quand ça va pas forcément indéterminé, mais si on ne te laisse pas, voici un peu le problème. Voici le même souci. Bon, Ten Hag, il a quitté Manchester, il est allé à Leverkusen. En seulement 2 journées, il a été viré. Si vous pensez que vous cherchez des magiciens, bon, prenez des magiciens, c'est pas tous les coachs qui vont arriver. C'est pas tout le monde qui va arriver. En fait, il faut une tranquillité dans les vestiaires. Il faut une confiance. Il faut vraiment, quand le coach est là, qu'il n'a pas ce stress sur la tête pour dire qu'on peut me virer du jour au lendemain. Là. Une tactique, là, ça ne prend pas forcément du jour au lendemain.
Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Tu avais la parole. On se rappelle tous que le coach actuel, Amorim, au Sporting, avait battu, C'est ça, c'est qu'Amorim, avec l'équipe qu'il fallait. Est-ce qu'aujourd'hui, United a le droit d'être aussi exigeant que le Real Madrid, sachant que c'est une équipe qui n'a plus été au sommet depuis des années? Est-ce qu'il ne faut pas laisser le temps à un coach de réellement faire ses preuves pendant des saisons? Est-ce qu'ils ont le droit? Parce qu'on sait que le Real Madrid, c'est au moins des titres chaque 2 ans minimum. En Liga, ça c'est pas tant le Barça, mais c'est au moins la Ligue des Champions, le championnat chaque 2 ans. United qui n'a plus remporté un titre majeur depuis 2013, est-ce qu'ils ont le droit aujourd'hui d'être exigeants? Il faut pouvoir faire le coming out, c'est-à-dire quoi, que reconnaître que ça ne sera plus comme avant. Reconnaître qu'on n'a plus forcément ces pouvoirs. Au moment que Van Persie, au moment que Rooney, les Van Nistelrooy, les Cristiano Ronaldo étaient là, on n'aura plus cette puissance, on n'aura plus cette domination-là. Par exemple, en ce moment, Manchester City n'était pas encore Manchester City qu'on connaît. Donc, il faut reconnaître à un moment donné que soit on a vieilli, on est dépassé, il faut se refaire et avec humilité, réapprendre les choses. Et puis, les exigences, par exemple, à Amorim, telle année, on dirait cette telle saison, ton objectif premier, c'est d'être qualifié pour la Champions League. La saison prochaine, Chelsea est en train de faire ça. Présentement, là, on ne tient pas forcément rigueur au col de Chelsea parce que soit il n'a pas remporté la Première Ligue. Mais on leur demande pour le moment de remporter une place pour se qualifier pour la Champions League. Donc, il faut pouvoir accepter de reculer parce que ça ne va plus et pouvoir répartir. Donc, c'est ce que moi je dis. Oui, Emmanuel Afonso, moi, a dit à ce sujet-là. Oui, en fait, il faut dire qu'aujourd'hui, Manchester United n'est plus un club attractif. C'est plus ce club-là où des joueurs rêvent de vraiment y aller. On a vu un Victor Gyökeres qui a refusé carrément de signer à United, malgré que ce soit Ruben Amorim, son coach qu'il a révélé d'ailleurs au Sporting Portugal. Il a refusé car il a décliné l'offre de Manchester United pour signer forcément Arsenal. Parce que on a vu même Zinedine Zidane qui a été approché par United qui a carrément refusé l'offre. Donc c'est plus ce club-là qui fait rêver. Et moi, je vais rebondir sur Ruben Amorim. Pour moi, c'est l'un des pires coachs de Manchester United. Pour moi, c'est l'un des pires. Parce qu'il avait il a joué avec United, il a fait 47 matchs, 18 victoires, 20 défaites, 9 matchs nuls. Et il a terminé 15e l'année dernière avec Manchester United. Cette année, il pointe à la 14e place. Et l'année dernière, il a commis une erreur de venir en coup de saison. Moi, je n'ai pas compris pourquoi. Pendant qu'il était premier avec le Sporting Portugal, il faisait une très bonne campagne en Ligue des Champions. Pourquoi ne pas terminer la saison, prendre le temps de mettre les idées en place, essayer de voir quel type de joueur tu as besoin avant de venir à United. Il s'est précipité pour venir à United en milieu de saison. Il a terminé 15e. Cette année, il est 14e. Aujourd'hui, il est sur la sellette. Donc pour moi, Ruben Amorim, je ne parle même pas de lui parce que c'est l'un des pires coachs d'United et je ne pense même pas qu'il va terminer la saison. Mais United, comme je le disais, ça manque de cohérence, franchement, même dans les recrutements, ça manque de cohérence. Ça manque vraiment de cohérence dans les recrutements. Et vous vendez un Anthony pour le remplacer par qui? C'est vrai que Mbemo arrive, mais dans un club comme Manchester United, on a besoin de 2 joueurs qui ont un niveau vraiment exceptionnel. Et plus la concurrence est forte, plus l'équipe performe et plus les joueurs ont envie de démontrer ce dont ils sont capables. Mais vous vendez un Anthony. Et Sancho même, ils l'ont payé très cher. Sancho, vous l'achetez très cher. Sancho qui était l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga, vous l'achetez, vous le revendez, vous ne l'utilisez pas. Bon, franchement, je ne sais pas. Cette année, ils ont fait venir Benjamin Sesko à près de 75 millions d'euros. Mais c'est vrai, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas un top joueur pour le moment. Il est encore dans 21 ans, il n'a encore vraiment rien prouvé au niveau mondial. Donc pour moi, ça manque vraiment de cohérence. Et tant qu'il y aura de l'incohérence dans les recrutements et les choix d'entraîneurs, je ne pense pas que ça aille tout de suite. Parlons de ces recrutements. On a eu Matheus Cunha qui est arrivé dans cette équipe-là avec un joueur qui a dit qu'il renouvelait United, même s'il ne joue pas une Ligue européenne, qui voulait jouer pour ce club. On a un Brian Mbemo aussi pareil, mais Matheus Cunha blessé déjà.
qui est out. On a un Benjamin Sesko qui ne joue pas du tout les matchs. Non, il joue. Non, rarement. On a vu ses débuts. Ouais. Voilà, il joue rarement. Il faut le dire. Est-ce que réellement, on a vu Amad Diallo qui a flambé la saison dernière avec United cette année qui joue en tant que piston droit. Est-ce que l'utilisation des joueurs est faite pour rejoindre Adoumi? Est-ce que réellement la tactique mise en place par le coach ne pose pas problème réellement? Arsène. Bon, moi, il a dit que je ne parlerai pas forcément de tactique parce que le football évolue. Le football évolue et le système on remarque ces dernières années, c'est le 3-4-3. Le 3-4-3, c'est-à-dire 3 défenseurs centraux, 2 milieux, relayeurs mineurs et on a 2 pistons. Donc, 3-4-3, on a 2 pistons. Soit ces pistons-là, soit ce sont des latéraux, ou bien soit ce sont des ailiers. Et puisqu'ils sont à la recherche tout le temps de nouvelles stratégies, de nouvelles formations, de nouvelles solutions. Donc, c'est ce qui fait que, puisqu'il faut utiliser des gens, il utilise des gens. Il parlerait également, il lui donnerait en partie raison pour dire qu'il y a un problème de positionnement de ces joueurs-là. Par exemple, Mathéus Cunha, qui vient, normalement c'est un attaquant de pointe, mais quand on regarde, quand la ligne même, soit on le met sur le côté, on va mettre par moment, au moment que Marc Tominé était là, on mettait par moment Marc Tominé en pointe, par moment, quand il y a les débits, on met Bruno Fernandes en pointe. Là. Donc c'est que il faut avoir, et il me dit que les coachs qui viennent, la pression est telle qu'ils n'ont pas cette sérénité-là, ils n'ont pas les épaules nécessaires pour pouvoir asseoir leur jeu sereinement. Et ça fait qu'ils vont dans tous les sens. Normalement, quand tu viens, tu as des joueurs, tu as les attaquants de pointe, tu as des ailiers, mais tu fais une formation. Tu fais ta formation de manière normale. Si tu as un ailier, tu le mets là-bas. Et puis, maintenant, au niveau, ça va dépendre maintenant du système que tu vas mettre en place pour pouvoir mettre les joueurs en valeur. Mais faire jouer des joueurs en piston et après se retrouver, c'est Amad Diallo qui, défensivement, ne sont pas calés. Les duels aériens ne sont pas calés, mais ça réduit les performances au niveau offensif. Et quand c'est comme ça, ils sont épuisés, ils sont obligés d'être remplacés. Lorsqu'un club évolue de cette manière, c'est parce qu'il y a un manque de confiance pour moi. C'est parce qu'il y a un manque de confiance. On a parlé forcément sur ce point tactique. On a le meilleur joueur de l'équipe qui est Bruno Fernandes depuis son arrivée au club. On a déjà au niveau des buts, Bruno Fernandes, Ryan Bemo, une passe décisive qui est la passe de Diogo Dalot. Déjà une seule passe décisive. On voit qu'offensivement, il y a réellement un problème dans cette équipe. À 7 buts encaissés, défensivement aussi, ça pose problème. Est-ce qu'il n'y a pas réellement... Est-ce que le coach n'a pas vraiment pointé ce qu'il disait? Parce que même des experts du football ont eu à dire que forcément, ça va finir par sortir ces buts-là. Mais est-ce que réellement, tout est mis en place pour que ça arrive à Doumou? Milo, moi, je suis sur ma position. Et pour moi, le problème de Manchester United, c'est un problème tactique. Quand Hassan me dit qu'on met la pression au coach, mais qui met la pression au coach? Amorim, qui met la pression? Il a la confiance de la direction. Mais quand la direction te porte sa confiance, qu'est-ce que tu fais? C'est des chiffres. En matière de football, c'est des chiffres, on regarde. Il ne fait pas partie des actionnaires de l'entreprise pour qu'on le garde un certain temps. Quand ça ne va pas, il faut changer. Donc pour moi, je suis sur ma position. On ne va pas changer. Le problème de Manchester actuellement, c'est un problème, c'est un choix, c'est un problème tactique. Parce que même les supporters, je te dis quelque chose, c'est qu'au soir du dernier match de la saison passée, Manchester avait perdu 2-0 face à Aston Villa, c'était le 25 mai dernier, et les supporters étant fâchés, puisque comme Emmanuel le disait, Manchester a fini 15e la saison passée, et le sélectionneur Amorim a pris l'équipe le 24 novembre dernier. Mais écoutez, depuis qu'il est arrivé, en 31 matchs, c'est 31 points. C'est pas possible, c'est le pire coach. Je rejoins Emmanuel, c'est le pire coach de Manchester. Vous voyez? Donc au soir de la défaite face à Aston Villa, les supporters de Manchester, ils étaient fâchés. Ils ont demandé qu'on destitue le coach et il a pris la parole pour dire « Je viens d'arriver, donnez-moi quelques temps. Je vous promets des résultats meilleurs. » Mais on constate que ces résultats meilleurs n'arrivent pas. On ne va pas passer tout le temps à attendre. Bientôt, ils vont jouer contre Chelsea peut-être demain. Ça sera la 5e journée. Aujourd'hui, à 16h. Aujourd'hui. Mais on voit que ça ne va pas. Donc pour moi,
c'est le choix tactique. Et il persiste sur son schéma 3-5-2. Est-ce que l'équipe est adaptée à ce schéma de jeu? Moi, je ne vais pas parler de Manchester de faire à Ferguson. Je ne vais pas parler de il y a 5 ans, voire en arrière. Moi, je parle de Manchester des 2 dernières années. Ça ne va pas. Il faut rappeler aussi l'entraîneur, il a quel palmarès? Il faut rappeler aussi que ce coach-là aussi, ce coach-là aussi a amené United en finale de la Ligue Europa. Donc, il a été champion. Il a été champion du Portugal. Est-ce qu'il faut vraiment venir là? Ils sont à la recherche des célébrités. C'est-à-dire qu'ils cherchent au niveau des coachs. Ils sont à la recherche des coachs qui ont un nom. Mais le football, c'est comme ça. Mais on va pas. C'est ce qu'il dit. Voilà, voici le résultat que ça donne. Mourinho, allez où? Dès qu'on le laisse peut-être Benfica. Voici les résultats que ça donne. Voici les résultats que ça donne. Il a parlé de Solskjaer et je suis d'accord avec lui. Solskjaer, c'est pas quelqu'un qui est connu en tant qu'un grand coach. Parce qu'il était nouveau au moment qu'il a été nommé. Il venait juste d'avoir son diplôme d'entraîneur. Voilà, d'entraîneur principal. Mais, il a fait un énorme travail. Mais il était là, les gars ne le voyaient même pas. C'est comme tu as quelqu'un, ta vie, tu te dis que puisque ce gars-là, il n'a pas cette cote-là, donc tu le regardes, tu dis que tu cherches un attaquant. Alors que lui, c'est un attaquant de pointe. Il faut donner la confiance aux personnes. Et en donnant confiance, la confiance, on la donne lorsqu'on te donne du temps de travailler. C'est pas parce qu'il y a 2 défaites, il y a 3 défaites, qu'il faut chasser tout à l'heure. Est-ce qu'il comprend que les grands clubs n'ont pas le temps à ça? Les grands clubs n'ont pas le temps. Voici le résultat. Depuis Ferguson est parti. Ça n'allait pas au Real. Depuis Ferguson est parti. On a envoyé sa vie. Est-ce que ça garantit? Début de saison ne veut pas donner. Mais déjà, les résultats sont bons. Déjà, les résultats sont bons. On est d'accord? Est-ce que depuis on va essayer de mettre de l'ordre sur le plateau, s'il vous plaît. On sait que c'est un débat qui anime forcément. Mais réellement, on peut indexer le coach facilement, mais est-ce que tout est réuni pour pouvoir juger un coach après un début? Parce qu'il a dit que c'est réellement sa saison sur laquelle on pourra vraiment juger son travail. C'est vrai que pour le moment, il est sur un résultat nettement négatif. Il y a 2 défaites, un match nul, une victoire, c'est nettement négatif. Mais est-ce que maintenant United peut prétendre avoir mieux? On sait que c'est un club qui n'est plus attractif, parce qu'il ne joue plus les sommets déjà pour les joueurs, ce n'est pas un club attractif. Pour les coachs déjà, ce n'est pas un club attractif, parce que pour qu'un coach puisse rejoindre un projet, il faut que le projet puisse être attractif déjà. Parce que est-ce que le projet d'United, c'est pour ça que je demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Parce que si c'est un club qui n'attire plus des coachs, déjà on a parlé d'un Zinedine Zidane qui n'a plus de projet depuis son départ du Real Madrid, qui n'est pas intéressé par Manchester United. Est-ce qu'il n'y a pas réellement un problème, monsieur? Bon, moi je pense que le problème c'est aussi au niveau de la direction, parce que il y a les supporters d'United qui ont demandé un changement au niveau de la direction. Ils ont estimé que la direction qui était là, la famille Glazer, qui est propriétaire d'United, a fait son temps. Ils ont dit que la famille a fait son temps, qu'il fallait laisser la main à un nouveau propriétaire pour envoyer un nouveau souffle sur United. Mais après, ça a été fait. Oui, ça a été fait, mais pas à 100%. Toujours est-il que la famille Glazer a les grandes parts, même s'ils partagent avec Ineos, mais ils ont les plus grandes parts. Mais je pense qu'Amorim est le coach qui a été envoyé par Ineos. Oui, exactement. Mais Amorim, pour moi, il est fautif aussi, parce qu'il a obtenu les joueurs qu'il a réclamés. Il a dépensé 214 millions d'euros pour faire venir un Brian Mbeumo que lui-même il a réclamé. Il a Matheus Cunha, c'est lui qui l'a demandé. Benjamin Sesko également, c'est lui qui a demandé ces recrues-là. Donc normalement, quand tu demandes ces recrues et qu'on te les donne, tu as quand même la possibilité d'asseoir quelque chose de vraiment concret. C'est clair. C'est qu'il ne réussit pas. Donc ça veut dire quelque part que lui-même, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas le niveau pour entraîner cette équipe d'United. Mais est-ce que la pression n'est pas trop? Est-ce que United ne doit pas se rendre à l'évidence qu'elle ne fait plus partie de l'ordre du football anglais et qu'il faut redescendre dans les standards? Parce qu'aujourd'hui, elle n'arrive même plus à tenir tête à des équipes comme Newcastle, aujourd'hui qui sont de retour en forme, ou Aston Villa. Est-ce qu'il ne faut pas se rendre compte qu'il faut baisser ses standards et repartir
de la base de peur de ne pas florer la catastrophe déjà. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il a dit tout à l'heure, pour lui qu'arrive un moment, il faut se connaître. Il faut savoir qu'on n'a plus sa force de lorsqu'on avait 20 ans. On n'a plus la puissance, la rapidité de lorsqu'on avait 15 ans. Il faut savoir que maintenant, ça ne va pas. Et puisque ça ne va pas, il faut pouvoir regarder et restituer les objectifs. Venir avec un coach, cette année, il a demandé, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a obtenu les joueurs qu'il voulait. On ne sommes qu'à la 4e journée, aujourd'hui à la 5e journée. Il m'a dit que la pression, bon, peut-être que ce qui le poursuit pour le moment, ce qui ne joue pas en sa faveur, c'est surtout les mauvais résultats de la saison dernière. C'est surtout les mauvais résultats de la saison dernière. C'est ce qui va peut-être faire que, peut-être qu'il ne va pas atteindre la 10e journée. Si aujourd'hui il y a une défaite, peut-être qu'ils vont le chasser. Sinon, pour moi, quand un coach a les joueurs qu'il a demandé, qu'on lui laisse le temps. Tout n'est pas le football, c'est pas magie. Le football, c'est pas de la magie. On est en train de voir, on a connu un Guardiola super puissant. Mais nous tous, on a vu l'année dernière comment son équipe s'est désintégrée. Sauf qu'il a quand même, il s'est arrangé à ce que, oui, mais c'est ce qu'il dit. Il a dit chaque maison a ses difficultés. Chaque maison a ses difficultés. C'est que moi, je suis en train de dire, si moi, je ne suis pas là, le cas de Fayet, je ne suis pas de ceux qui souhaitent qu'on chasse, qu'on remplace parce qu'il faut remplacer. Pour moi, il est là, on l'a appelé. Parce qu'on remplace là, par exemple, on fait venir Ruben Amorim, il dit n'importe quoi à hauteur de 30 millions de livres. Au cours de la saison, on le chasse, on prend un autre. Ça encore, ces dépenses, on ne les voit pas. Ce genre de dépenses, on ne les voit pas. Et vous allez appeler un nouveau coach en cours de saison, il va venir avec une nouvelle idée, et puis ça va encore. C'est que quand ça va pas marcher, ça peut. Mais oui. Comme ça peut ne pas marcher. Bien sûr, donc quand ça ne marche pas, il faut qu'on signe des contrats bien précis, on te renouvelle la confiance. C'est pas parce que soit tu es venu, tu as signé un an, dès qu'il y a 3 mauvais résultats, on va commencer à t'éloigner pour dire que on te laisse le temps. C'est-à-dire, on te fait signer un contrat d'un an, on te regarde. Moi, il n'y a pas de problème avec le coach. Il a fait quand même la préparation avec l'équipe, donc il a eu le temps de travailler. C'est pas parce qu'on a fait préparation qu'en début de saison. Donc si tous les clubs ont un bon début de saison, qui perd, qui gagne. Monsieur, c'est vrai. Je pense que c'est une question qui est vraiment profonde. On a essayé d'apporter des pistes de solutions, des pistes pour éclairer un peu la lanterne de nos différents auditeurs, mais nous sommes à court du temps qui nous est imparti, malheureusement. Voilà. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis surtout. Voilà, l'équipe ici est très heureuse de vous avoir comme auditeur. On espère vraiment vous retrouver le week-end prochain, le samedi prochain encore pour plus débattre sur un autre sujet. On vous souhaite un très bon week-end footballistique. Il y a le championnat local, il y a les championnats européens. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous passiez un excellent week-end sportif. Donc on vous souhaite un très bon samedi et puis à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Au revoir. Tous les samedis, une seule adresse pour les passionnés du sport. C'est Samedi Sport. Retrouvez Innocent Mélo en direct, entouré de ses chroniqueurs, pour décrypter toute l'actualité sportive nationale et internationale. Samedi Sport, compétition, analyse, coup de cœur, découverte de talents et débats enflammés. Le sport se vit à fond dans Samedi Sport. Rendez-vous chaque samedi à 14h en direct sur toutes les plateformes de la radio Grâce Espoir. Samedi Sport, parce que le sport, ça se discute. Grâce Espoir. Grâce Espoir. Une longueur d'avance.